Il est 19h45, c'est l'heure du journal. Bienvenue à tous. À la une de ce journal, naufrage en mer au nord du Sénégal, occasionnant la mort d'au moins 24 migrants. Les cadavres ont été découverts et retirés ce mercredi. Détail à suivre dans ce journal. Après 25 ans de présence en République démocratique du Congo, la MONUSCO a décidé de quitter ce pays sur la demande du gouvernement congolais qui l'estime inefficace. C'est tout pour les titres de cette édition. Nous y reviendrons en détail dans un instant. Très ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir. En voulant rejoindre l'Europe, ils sont 24 migrants à trouver la mort et le bilan pourrait s'alourdir après le naufrage de leur bateau. Les corps sans vie ont été retirés de la mer ce mercredi 28 février au nord du Sénégal. Ces jeunes risquent leur vie en fuyant la pauvreté et le chômage. Les détails avec Ngena Ondom Sentia. Plus de 20 corps ont été retirés mercredi 28 février en mer dans le nord du Sénégal après le naufrage d'un bateau des migrants qui cherchaient à rejoindre l'Europe selon des témoignages, a déclaré à l'AFP le gouvernement de la région de Saint-Louis. Un peu plus de 20 corps ont été retrouvés, a précisé Alioune Badara Sap, joint par téléphone. Une vingtaine de personnes ont été secourues, a-t-il ajouté. Il ne s'est pas prononcé sur le nombre de passagers qui se trouvaient initialement à bord de l'embarcation. Mais des témoignages de rescapés recueillis par un correspondant de l'AFP suggèrent qu'un nombre considérable de personnes auraient pris place à bord et seraient donc portées disparues. Mamadi Dianfo, originaire de Casamance, a parlé de plus de 300 occupants quand le bateau a quitté les côtes sénégalaises il y a une semaine. Un autre survivant, Alpha Baldé, a parlé de plus de 200 occupants. Le Sénégal fait face depuis des années à un flot de départ à destination des Canaries, archipel espagnol et porte d'entrée de l'Europe via la route maritime particulièrement mortifère de l'Atlantique au large des côtes ouest-africaines. Des milliers de Sénégalais fuyant la pauvreté, le chômage ou l'absence de perspectives d'avenir selon eux se sont embarqués clandestinement sur des pirogues en bois qui peuvent atteindre une vingtaine de mètres et transporter des dizaines de passagers. Ils versent quelques centaines de milliers de francs CFA à un passager et défient les dangers d'une traversée d'environ 1500 km pour atteindre les Canaries au bout de 7 à 10 jours de navigation. Départ définitif de la MONUSCO du Congo après 25 ans de présence. Le coup d'envoi a été donné ce mercredi. La mission de l'ONU en République démocratique du Congo quitte ce pays sur la demande des autorités de Kinshasa qui estiment qu'elle est inefficace. Ce départ est programmé pour se faire en plusieurs vagues. Commentaire de Habiba Hangeni Mahamat. La mission de l'ONU en République démocratique du Congo, MONUSCO, amorce mercredi 28 février son retrait du pays, réclamé par Kinshasa qui la juge inefficace, avec la remise officielle aux autorités congolaises de la première de ces bases du Sud Kivu. Après 25 ans de présence, le départ des casques bleus a été acté en décembre 2023 par le Conseil de sécurité des Nations Unies, malgré ses inquiétudes sur l'escalade de la violence dans l'Est congolais. La MONUSCO, qui compte actuellement quelques 15 000 casques bleus, est encore présente dans les 3 provinces les plus troublées de la région, le Sud et le Nord Kivu, ainsi que le Turi, pour un retrait que l'ONU et Kinshasa disent vouloir ordonner, responsable et durable. Un plan de désengagement en 3 phases a été adopté. La première planifie le retrait de la MONUSCO du Sud Kivu d'ici au 30 avril pour ses militaires et policiers. Le 30 juin pour sa composante civile. Avant le mois de mai, la force onusienne est donc censée quitter ses 14 bases de la province et les céder aux forces de sécurité congolaises. Celle de Kamiola, toute proche des frontières burundaises et rwandaises, est la première dont les clés seront remises à la police nationale. 9 morts et plusieurs blessés dans une attaque revendiquée par le groupe rebelle Red Tabara, résistance pour un état de droit au Burundi. Après l'attaque du 25 février dans l'Ouest, le groupe rebelle projette de multiplier ses attaques jusqu'à ce que le gouvernement engage une négociation inclusive pour une paix durable. Commentaire de Néné Fatimé Brahim. 9 personnes ont été tuées, dont un soldat dans l'ouest du Burundi le 25 février, selon le gouvernement, dans une attaque revendiquée par le groupe rebelle Red Taraba, qui a lui affirmé avoir tué 6 membres de forces de sécurité. 5 autres personnes, dont 3 femmes, ont été blessées durant cette attaque. L'attaque a été dirigée vers un ménage en deuil, précise le communiqué.
qui évoque côté matériel un véhicule incendié avec la dépouille mortelle qui transportait à la morgue, un autre véhicule et une moto garés sur place incendiée et le bâtiment du parti au pouvoir vandalisé et détruit. De son côté, le mouvement Red Taraba, via son compte X, a revendiqué cette attaque qui, selon lui, a fait 6 militaires tués, une permanence du parti au pouvoir détruite, armes et nourriture importées. La lutte va s'intensifier jusqu'à ce que la terreur du régime au pouvoir contre la population s'arrête et que soient ouvertes des négociations inclusives pour une paix durable dans notre pays, le Burundi, a-t-il menacé, sans fournir aucun bilan de perte de son côté. Pour rappel, une autre attaque armée avait été menée le 23 décembre 2023 dans le locaux du Vuzigo, commune Mutimbuzi, province de Bujumbura, du rural, faisant un bilan de 19 personnes tuées et un policier selon le gouvernement du Burundi. Cette attaque a été revendiquée également par le groupe rebelle Red Taraba, entendu Résistance pour un État de droit au Burundi. Un phénomène récurrent en Bolivie qui a dernièrement été à l'origine de la mort de 40 personnes, les inondations. La ville de Cobija est dans l'eau suite au débordement de la rivière Acre. L'eau a atteint le niveau des toits de maisons et pour se déplacer dans la ville, les habitants sont obligés d'utiliser des bateaux. Habiba Hangini Mahamat nous donne plus de détails. Des pluies incessantes qui s'abattent depuis décembre sur la Bolivie ayant fait un total de 40 morts ont en partie immergé la ville de Cobija dans le nord du pays, sans toutefois faire des victimes. La rivière Accra est sortie de son lit. L'eau a atteint les toits des maisons et les habitants se déplacent en pirogue dans les rues, a constaté l'AFP. Nous avons enregistré aucun décès, mais nous avons quelques 300 maisons complètement inondées, a indiqué jeudi Ana Lucia Reis, maire de Cobija. 100 000 habitants situés à la frontière entre le Pérou et le Brésil, à 280 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le niveau au pont de l'Amitié, qui relie Cobija à Brasilia, au Brésil, a atteint 17 mètres, dépassant le niveau enregistré en 2015 de 15,5 mètres. Selon l'unité bolivienne de gestion des risques, c'est un record que nous ne pensions pas battre. Nous avons 16 quartiers complètement inondés. Il y a des familles qui ont tout perdu, a-t-elle ajouté. Selon des études de la fondation Rive Tierra, la Bolivie a connu une période de sécheresse d'environ 6 mois, entraînant une période de pluie concentrée sur une courte période. Les données du service météorologique indiquent que depuis 1980, les précipitations ont chuté de 36% durant les mois secs d'août à octobre. Mais en 2023, la sécheresse a frappé la Bolivie jusqu'au premier jour de décembre. 67 321 personnes déplacées après des attaques djihadistes dans le nord de la Mozambique. Déclaration faite lors d'une conférence de presse par le porte-parole du gouvernement, Filimao Soaz à Maputo. Ces violences répétées ont eu lieu il y a quelques semaines selon l'OIM, Organisation mondiale pour les migrations. Néné Fatimé Brahim. Le gouvernement du Mozambique a confirmé mardi que des dizaines de milliers de personnes ont été chassées de chez elles par une récente vague d'attaques djihadistes dans le nord du pays, mais a refusé de déclarer l'état d'urgence. Nous parlons de quelques 67 321 personnes déplacées, a déclaré le porte-parole du gouvernement lors d'une conférence de presse à Maputo. En parlant de la situation dans la province de Cabo Delgado, ces chiffres, selon le porte-parole du gouvernement, correspond à 14 270 familles qui sont donc considérées comme étant arrivées dans la province de Nampula et d'autres endroits. Une nouvelle flambée de violence s'est produite dans le nord du Mozambique il y a environ 2 semaines, selon des sources locales de l'Organisation internationale pour les migrations, une agence de l'ONU. Entre mercredi et jeudi dernier, l'OIM a enregistré plus de 30 000 déplacés en bus, par bateau ou à pied à Namapa, une ville située au sud de la province de Cabo Delgado. Les besoins essentiels concernent la nourriture, la mise à l'abri des déplacés et des soins de santé, a précisé un porte-parole de l'OIM à l'AFP. Depuis 2017,
La province riche en gaz du nord de l'ancienne colonie portugaise, proche de la frontière tanzanienne, est le théâtre d'une insurrection menée par des djihadistes liés au groupe État islamique avec l'aide des milliers de militaires de pays voisins du Rwanda. Le gouvernement a repris le contrôle d'une grande partie de la province, mais des attaques djihadistes se poursuivent. À Dakar, dans la capitale bangladaise, un incendie d'un immeuble fait 43 morts et plusieurs blessés ce jeudi 29 février. Déclenché vers 21h30, l'incendie a été maîtrisé autour de 23h30. Ce bilan reste tout de même provisoire et risque probablement de s'alourdir. Guéna, Ondoum, Cynthia. Au moins 43 personnes ont perdu la vie jeudi soir après qu'un incendie dévastateur a ravagé un immeuble de grande hauteur de la capitale bangladaise, Dhaka. Samantha Lal Sen, le ministre bangladais de la Santé et du Bien-être familial, a informé que 33 corps ont été transportés à l'hôpital Dhaka Medical College et 10 autres à l'Institut national Sheikh Hasina des brûlés et de la chirurgie plastique à Dhaka. Un Oural Islam, inspecteur du quartier général pompiers et de la défense civile de Dhaka, a déclaré qu'environ 75 personnes, dont 42 inconscientes, avaient été secourues du centre commercial Green Cozy Cottage et transportées d'urgence vers plusieurs hôpitaux. Soulignant que les sauveteurs travaillaient sur le site, il a ajouté que les pompiers ont été dépêchés sur place après avoir reçu une information sur l'incendie jeudi vers 21h30 heure locale. Au moins 12 unités de pompiers se sont précipitées sur place et ont atteint l'incendie vers 23h30. Selon le responsable, le bâtiment de 7 étages abritait un restaurant et magasin et plusieurs autres boutiques. Le nombre de morts dans cet incendie dévastateur va probablement s'alourdir, a prévenu un autre responsable des pompiers qui a souhaité garder l'anonymat. Les incidents dans les immeubles d'habitation et les complexes industriels sont fréquents au Bangladesh en raison du laxisme dans l'application des règles de sécurité. En juillet 2021, au moins 52 personnes ont péri, dont de nombreux enfants, lorsque les flammes ont dévasté une usine produisant des denrées alimentaires. En février 2019, 70 personnes sont mortes lorsqu'un incendie s'est propagé dans plusieurs immeubles d'habitation à Dhaka. En prélude à l'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024, le président français Emmanuel Macron a inauguré le village olympique. Construit sur une superficie de 52 hectares, il regroupe 82 bâtiments, 3000 appartements et 7200 chambres. Judith Kamtar. Le village olympique implanté sur 52 hectares entre Saint-Denis, l'île Saint-Denis et Saint-Ouen au nord de Paris a été inauguré ce jeudi par Emmanuel Macron, plus de 5 mois avant les Jeux de Paris. On est tous en train de participer à l'aventure d'un siècle, a-t-il lancé aux équipes qui ont réalisé le site gigantesque épicentre des JO, martelant que tout ce qui a été fait aura marqué le siècle. Construit en 7 ans, le village regroupe quelques 82 bâtiments, 3000 appartements et 7200 chambres. C'est assez fort ce que la Solideo et les constructeurs sont parvenus à faire. Il faut le souligner, note un cadre d'une société ayant travaillé sur cet immense chantier. Le milieu était sceptique sur la capacité à monter un village de cette taille en si peu de temps. Le temps des JO, le village va fonctionner comme une cité classique mais éphémère. Les athlètes pourront par exemple faire laver leur linge dans des laveries temporaires avec près de 600 machines à laver et sèche-linge. L'entretien des appartements dans plus de 70 résidences sera assuré par 12 conciergeries disséminées dans le village. Seules les cuisines seront absentes des appartements. Les sportifs auront un accès 24 heures sur 24 à l'imposante nef de la cité du cinéma transformé en un restaurant géant avec une déclinaison en 6 thèmes culinaires, Italie, Asie, France, pour près de 3200 places assises et 40 000 repas servis par jour. Un deuxième restaurant sera installé sur l'île Saint-Denis et des food trucks seront répartis sur le village. C'est avec Judith Kamtar que nous bouclons cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau journal de l'international. Très bonne suite de programme sur votre chaîne d'information Tchad Info TV.